Bonjour à tous. Alors, nous inaugurons aujourd'hui nouveau type de vidéo, une nouvelle émission, une émission de débat regroupant des membres de l'association. Et aujourd'hui, pour cette première, nous retrouvons alors une nouvelle tête, Sabina Mia, étudiante à l'IEJ de Bordeaux en préparation de l'école des avocats de Bordeaux, spécialisée en droit administratif. Jean-Baptiste Carrière, membre fondateur de l'association, spécialisé en droit maritime et droit public des affaires, après un parcours internationaliste, notamment à l'Université de Brest et à l'Université de Bordeaux. Et enfin, une figure de nos émissions, très connue de nos auditeurs, Steven Blanco-Caso, ancien doctorant en droit public à l'Université de Bordeaux, titulaire d'un Master 2 en droit public, et aujourd'hui revenu à ses amours universalistes, entre guillemets, ses amours littéraires, avec un parcours à l'Université de Montaigne en lettres. Alors, Steven, nous allons commencer ensemble par une rapide explication du problème qui se pose sur les déchéances de nationalité, puisque c'est le thème que nous allons aborder pour ce premier débat. Une émission que nous enregistrons le 5 février, alors que le président Hollande a convoqué le Congrès et que le Premier ministre Manuel Valls a priori défendu aujourd'hui le projet de réforme constitutionnelle. Steven, pour commencer. Donc, bonjour à tous. La question qui va se poser avec la déchéance, plusieurs questions vont se poser avec la déchéance de nationalité. Tout d'abord, ça va être la question de la pertinence, de l'efficacité de cette mesure, puisque dans le cadre de la lutte contre le terrorisme islamiste qui sévit depuis un certain temps, la déchéance de nationalité ne va logiquement s'appliquer qu'à ceux qui seront encore en vie. Donc à chaque fois que nous aurons affaire à un attentat suicide, la question ne se posera pas. Et à chaque fois que quelqu'un aura été complice ou commanditaire et aura pu malencontreusement décéder lors des opérations de police, la question ne se posera pas non plus. Donc en gros, ça va être pour les complices ou commanditaires encore vivants que nous pourrons nous poser la question de la déchéance de nationalité et donc de la pertinence de cette mesure. À savoir, est-ce que ça va vraiment décourager les gens de passer à l'acte, de leur dire « Attention, vous risquez de perdre votre nationalité française ». Bon, premier point. Le second point, ça va être ensuite la création ou non d'une inégalité entre les binationaux et les mononationaux, pourrions-nous dire, français. Donc, j'ai tendance à penser que l'égalité se fait entre des situations semblables. La binationalité n'est pas une situation semblable à la mononationalité, donc la question ne se pose pas en termes d'égalité, mais plutôt en termes d'équité. On n'a pas à établir un traitement équivalent entre des personnes qui sont dans une situation équivalente. Et la dernière question, ça va être pour les personnes qui n'ont que la nationalité française, est-ce qu'on peut les déchoir de la nationalité? Pour l'instant, l'article 25 du Code civil ne le permet pas, mais après tout, après une révision de la Constitution, rien n'interdit une révision du Code civil. Et donc la disparition de cet article. Le problème étant évidemment la création des apatrides, et la France n'ayant pas ratifié les textes internationaux interdisant la création des apatrides, celle-ci n'est pas tenue de le respecter à partir du moment où elle pourrait se débarrasser de cet article 25 du Code civil. Donc on a trois questions: efficacité, création d'une inégalité entre les citoyens, et ensuite la création d'apatrides. Sachant que, je le précise, sur cette question, et nos intervenants l'ont entendu et l'ont écouté avec intérêt, le professeur Mélin Soukramanien, dans une interview que nous avions réalisée, nous expliquait sa position qui est globalement qu'il est pour cette réforme constitutionnelle, qu'il est en tout cas pour l'adoption d'une possibilité de déchoir de la nationalité française les personnes ayant fait des actes de terrorisme, et il l'expliquait en se justifiant en disant qu'il n'y aurait pas la création d'un grand nombre d'apatrides sur ce fondement, ce qui lui permettait de minimiser l'importance de cette question. Alors,
Je me tourne vers Sabina. Sabina. Alors bonjour. Comme Steven, tu le rappelais, cette mesure va viser finalement très peu de personnes. Si je peux dire quelques chiffres, seulement 26 décisions de déchéance ont été prises depuis 1973, donc on voit que c'est finalement assez peu, et donc 13 seulement ont été prises pour terrorisme. Donc pourquoi faire une réforme sur quelque chose qui va finalement toucher très très peu de gens? Première question. Et en plus, autant de débats pour finalement pas grand-chose. Ensuite, vous aurez compris que je suis totalement contre cette réforme qui me paraît inutile. Ensuite, je peux aussi soulever un petit point, c'est que j'ai l'impression que cette réforme va créer une sorte de discrimination entre les personnes qui sont finalement français et qui n'ont qu'une seule nationalité par rapport aux Français qui seraient binationaux. Puisque, comme l'a rappelé dans une précédente vidéo, si cette mesure venait à être constitutionnalisée, ça toucherait également les Français qui seraient donc nés français et qui auraient une binationalité. Donc pourquoi finalement il n'y aurait pas finalement une sorte de discrimination, une sorte de sous-catégorie, c'est-à-dire des Français qui auraient la binationalité, qui pourraient se voir déchoir de la nationalité, alors que de l'autre côté, les personnes qui ne seraient que Français ne pourraient pas se voir déchoir cette nationalité. Donc je me pose un peu la question. Ouais. Donc à mon tour de prendre la parole. Alors sur la question du principe discriminant inscrit dans la Constitution, j'aurais tendance à n'avoir à proprement parler aucune objection, hormis la parfaite inutilité en fait, de la mesure. Moi, ce qui me choque le plus dans cette tentative de réforme de la Constitution, c'est la parfaite innocuité de la mesure. La parfaite inutilité de la mesure. Parce qu'en réalité, on est dans l'aberration totale d'une réforme que tout le monde appelle de ses voeux, mais que personne ne veut assumer finalement. Une réforme qui peut très bien aboutir, juridiquement parlant, parce qu'elle est finalement conforme à peu près tous les principes auxquels on pourrait lui adapter, suffisamment malléable pour entrer en concordance avec cette réforme, mais on tombe dans un problème qui est celui de l'agitation en lieu et place de l'action. On est vraiment dans la pure mesure populiste, je répugne un peu à employer ce mot, mais on est, à proprement parler, dans une tentative assez maladroite d'un gouvernement qui, en l'absence d'autres réponses, se propose de modifier la Constitution pour y intégrer une mesure qui finalement n'aura jamais la moindre utilité pratique. Alors, on peut imaginer une utilité de la déchéance de nationalité pour les survivants aux actes de terrorisme, donc commanditaires ou complices, à une condition, en fait, c'est le fait de passer des accords bilatéraux avec les États dont les terroristes ont l'autre nationalité, pour leur faire effectuer leur peine dans le système carcéral de ces pays. On pourrait imaginer évidemment des accords passés avec le Maroc, l'Algérie, enfin, tous ces pays-là. Et je pense qu'un séjour dans les prisons de ces États pourrait être intéressant pour les terroristes. Sabina, tu veux Non, vas-y. dire un mot? Ok, juste rapport à ça, je tiens quand même à souligner qu'établir un traité bilatéral entre deux pays, ne serait-ce la France, l'Algérie et le Maroc, qui sont quand même des pays qui ont une histoire commune, donc on pourrait penser que ça faciliterait le dialogue, ça reste extraordinairement compliqué, et notamment sur les questions touchant au droit pénal. Deuxièmement, tu évoques la question d'un séjour qui pourrait être potentiellement bénéfique aux terroristes dans les prisons algériennes ou marocaines. On opposera très simplement que un avocat défendant ces personnes sujettes à la déchéance de nationalité, si tant est qu'ils sont un minimum formés, déposera un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme pour potentielle atteinte justement aux droits de l'homme, avec risque pour la vie de la personne et exposition à des traitements inhumains et dégradants. Ce que la Cour des droits de l'homme validera très probablement
Et donc avec une possibilité pour les Français d'extrader finalement la personne vers que ce soit l'Algérie ou le Maroc ou n'importe quel autre pays qui serait susceptible d'accueillir la personne déchue de sa nationalité. Oui, exactement. Finalement, cette mesure de déchéance de nationalité, elle a pour but finalement d'expulser la personne une fois sa peine exécutée. Mais on se rend compte rapidement que il suffit de saisir la CEDH, d'aller les voir, de leur dire que si le pays de destination présente des risques réels d'atteinte aux droits de l'homme, on ne peut plus expulser la personne. Tu es d'accord? Ça relève quand même du manque de confiance envers des États comme l'Algérie ou le Maroc qui ont pu apporter quand même on n'est pas dans la grosse dictature totalement irrespectueuse des droits de l'homme avec ces États-là. Alors, justement, je vais te donner un exemple précis. Kamel, Daoudi, alors j'ai vraiment du mal, qui devait normalement être expulsé vers l'Algérie, donc c'est pas un pays très très lointain, qui a été déchu de sa nationalité suite à sa tentative d'exploser l'ambassade des États-Unis en 2001, n'a pas été expulsé en raison justement d'une potentielle atteinte et d'une violation de l'article 3 de la CEDH, qui nous interdit les tortures des États. Alors à ce moment-là, on peut envisager que ça sera au cas par cas avec les différents États et on pourrait quand même conserver une possibilité d'expulsion, ou en tout cas d'effectuer les peines dans des pays dont on peut imaginer qu'ils soient respectueux des droits de l'homme. Mais je pense qu'on peut faire confiance quand même dans le concert des nations à des États comme... Alors bon, j'ai cité le Maroc et l'Algérie, mais on peut penser à d'autres. Il n'y a pas que la France qui est respectueuse des droits de l'homme dans le monde. Il faut quand même arrêter d'avoir cette vision un peu néocoloniale, comme quoi il n'y a qu'en Europe qu'on agit correctement. Je vais me permettre d'intervenir juste un instant. Par rapport à ce dernier argument du fait qu'il n'y a pas qu'en Europe que les droits de l'homme sont respectés, néanmoins la France fait partie des pays régulièrement quand même condamnés par la Cour européenne des droits de l'homme, ce n'est clairement pas le pays le plus condamné. La Turquie et la Russie sont largement devant nous, malgré de gros problèmes pour accéder parfois à la CEDH. Nous en sommes parfaitement conscients. Mais parmi les États d'Europe de l'Ouest qui sont a priori modèles dans le cadre des droits de l'homme, plus que des pays comme ceux que je viens de citer, la France a quand même un fort taux de condamnation, beaucoup plus par exemple que des pays comme l'Irlande ou la Suède, l'Irlande qui n'a aucune procédure en cours actuellement, et la Suède qui, malgré 6 procédures sur l'ensemble de l'année 2015, n'a été condamnée à aucun moment. Néanmoins, voyant peu de possibilités qu'il y ait des terroristes suédois qui décident de venir attaquer la France, il m'étonnerait que nous puissions les extrader vers ce genre de pays, et il m'étonnerait que la Cour européenne des droits de l'homme, sortant des pays qui pourraient être un petit peu tendancieux comme l'Algérie ou le Maroc, mais sur des pays où clairement on sait qu'il y aura des problèmes. On peut penser à l'Iran, on peut penser à la Syrie, avec beaucoup plus de facilité, on pourrait penser à l'Irak ou l'Afghanistan aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas de certitude par rapport au respect des droits de l'homme, même lorsque ce sont les Américains ou les Anglais qui s'occupent des prisons. On peut penser à l'Arabie Saoudite. Effectivement, Steven, je ne suis pas forcément d'accord dans le fait, c'est pas forcément une attitude post-coloniale, c'est plus une attitude juridique où les standards des droits de l'homme ne sont pas équivalents, tout simplement. Par contre, j'aimerais avoir votre opinion sur le rôle sanctionnateur de cette mesure, puisque c'est le principe du droit pénal, normalement, de sanctionner, et je vais en premier lieu donner la parole à Sabine. Alors, tu nous parles de sanctions. Finalement, la sanction est plutôt symbolique. C'est ce qu'on peut dire.
Et puis même, est-ce que, parce que tout à l'heure on parlait un peu de droit pénal, est-ce que cette mesure, elle serait vraiment dissuasive? Je ne pense pas. Les personnes qui passent à l'acte, qui ont des idées aussi farfelues, est-ce que la question de la nationalité leur vient vraiment à l'esprit? Je ne pense pas. Donc on en arrive à la véritable question autour du débat post-attentat, c'est savoir quelle serait la réelle réponse pénale appropriée pour agir contre la menace djihadiste qui pèse maintenant dans notre pays. Il y a par exemple eu une proposition de Nicolas Dupont-Aignan récemment pour la réouverture du bagne de Cayenne. C'est pas totalement farfelu, ça a déjà été fait. On peut imaginer comme ça une sorte d'éloignement de la métropole dans des conditions qui seront différentes de celles du Club Med. Alors, pourquoi vouloir toujours expulser ces personnes? Je me demande. Pour le coup, il reste en France. Cayenne, c'est Oui. la Guyane, c'est un département français. C'est vrai. Mais, alors, pour revenir plutôt sur le débat initial sur la déchéance de nationalité, pourquoi vouloir les envoyer dans un pays étranger où on ne pourrait pas forcément les surveiller? Personnellement, je pense qu'en France, même si, par exemple, tout à l'heure, je vous ai parlé de Kamel Aoudi, il n'a pas pu être expulsé vers l'Algérie, du coup, pour ne pas enfreindre la CEDH. Mais il est en France et il fait l'objet d'une mesure de surveillance. Il ne peut pas quitter le Tarn, en l'occurrence. Donc, ça pourrait être vraiment une mesure qui permettrait de surveiller ces terroristes en France. Pourquoi vouloir les renvoyer dans leur pays ou dans d'autres pays, là où ils pourraient avoir plus de pouvoir, rencontrer plus de gens, communiquer davantage et pourquoi pas perpétrer de nouveaux attentats ou tenter... parce que finalement, on ne peut pas les surveiller de loin. Vaut mieux les surveiller de près plutôt que de les envoyer dans d'autres pays où on ne pourrait pas les surveiller. Moi, c'est sur quoi je serais amené à rebondir, c'est sur l'appréhension qu'on a des personnes qui pourraient potentiellement être condamnées pour des faits de terrorisme. C'est pourquoi ne pas les traiter comme des condamnés de droit commun. Finalement, on se retrouve avec des condamnés qui se font potentiellement déchoir de leur nationalité et qui, finalement, au lieu de se retrouver dans des maisons d'arrêt ou en prison, se retrouvent en résidence surveillée parce qu'on ne peut rien en faire d'autre en réalité. On se retrouve avec une mesure où on marche sur la tête de personnes qui sont logées finalement dans de meilleures conditions qu'une personne qui aurait commis un crime, que ce soit un meurtre, un assassinat, un viol, etc. Donc on se retrouve avec ces personnes-là sur les bras. Alors elles ne sont pas nombreuses, je crois qu'il n'y a que 2 cas en France aujourd'hui, des personnes dont la déchéance de nationalité a quand même été prononcée, il me semble, en 2007 et 2008, et qui aujourd'hui sont encore en instance devant le Conseil d'État pour juger de la viabilité, de la légalité de cette mesure, et qu'on accueille encore chez nous en résidence surveillée. Alors ils font des sauts entre les prisons et la résidence dans laquelle ils sont gardés. Et là on touche vraiment au fond du problème. Et pourquoi cette mesure en faire finalement une mesure à portée constitutionnelle? La norme fondamentale, fondateur de tout le droit dans notre pays, qui intégrerait une coquille vide, vraiment, une coquille vide. Donc pour en revenir à la question de l'efficacité, je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que ça serait strictement symbolique. À titre personnel, un symbole ne me gêne pas totalement. Après, c'est vrai, la question que vous avez pu soulever tous les deux, qui est vraie, c'est de savoir comment on gère concrètement, c'est-à-dire en dehors du symbole, c'est criminel, puisque on parle, avant d'être des terroristes, ce sont des criminels, et il est vrai que la réponse carcérale semble la plus évidente. Après, bon, en France, on manque de place en prison. Mine de rien, finalement, on pourrait peut-être même relancer l'emploi en construisant plus de prisons pour avoir plus de place pour pouvoir les enfermer.
Ça aurait même un effet bénéfique au final d'un point de vue économique, puisqu'on va, quand le bâtiment va, tout va. Sur la relance de l'économie par la construction de prisons, les Américains l'ont fait. Les Américains l'ont fait, notamment dans leur politique de lutte contre la drogue. Et aujourd'hui, ils se retrouvent à être obligés d'avoir un minimum de condamnation pour pouvoir remplir toutes les prisons qui ont été construites et faire travailler tous leurs gardiens. Donc on est quand même dans une aberration monumentale. Alors je comprends tout à fait. On n'est pas encore dans cette situation-là en France, parce qu'en France on manque de place. On a à peu près un taux d'occupation d'1,5, c'est-à-dire 3 prisonniers pour 2 places. Donc ne serait-ce que pour des conditions, pour des questions d'hygiène, du coup de respect de la Convention européenne des droits de l'homme, et donc du coup de la prohibition des traitements inhumains et dégradants, on peut tout simplement faire plus de place. Et là, on est dans le paradoxe total, parce qu'on s'apprête à la violer pour extrader des personnes dans des pays où ils risquent d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants. Par contre, sur les places en prison, on invoque la CEDH et, mon Dieu, il faudrait, d'un point de vue de plus respect de ce qu'est cette personne, malgré le fait qu'elle ait été condamnée pour des faits terroristes, il faudrait quand même lui ménager un minimum de confort dans une prison, et on ne va pas la mettre dans une prison insalubre. Donc là, on marche complètement sur la tête. Oui, alors, sachant que nous dévions un petit peu, mais le débat est très intéressant, c'est pour ça que je ne le coupe pas. Par rapport effectivement aux places en prison, donc je ne reviens pas sur les chiffres de Steven qui sont à peu près corrects, c'est une moyenne bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a des rapports fréquents des responsables des lieux de privation de liberté qui vraiment rappellent que il y a des problèmes de promiscuité, qu'il y a des problèmes, que tout simplement les prisons sont aujourd'hui, et on le sait, des lieux de radicalisation qui, alors, on le dira, et c'est vrai, la prison a toujours été la meilleure école du crime. On pourrait reprendre la liste sur le XXe siècle. Aux États-Unis, cette liste est fabuleuse quand on parle de la mafia, par exemple. Mais de toutes les personnes qui ont plus appris leur métier en prison qu'en dehors. Très bien. Le problème, aujourd'hui, est différent. C'est que, aujourd'hui, des personnes qui peuvent rentrer pour des faits mineurs peuvent ressortir radicalisés pour passer vraiment à la vitesse totalement au-dessus, et se pose la question, dans ce cas-là, d'une réponse équilibrée, et surtout, plus que le respect de la Convention européenne des droits de l'homme en faisant de nouvelles prisons. Bon, il faudra voir si le budget pourrait être possible, mais tout simplement, on revenait sur le cas de ces deux déchéances de nationalité qui datent de 2007 et 2008. Ils sont encore devant le Conseil d'État. Tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas un problème, là encore, par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme, la CEDH qui nous condamne fréquemment sur la lenteur de nos procédures par rapport à cela. Alors Steven, je crois que tu voulais intervenir. Alors, pas précisément sur la question de la lenteur de la justice française, qui est de notoriété publique. Je crois que en un siècle, on n'a pas augmenté le nombre de juges en France. En moyenne. Alors que, par contre, il y a eu une explosion du contentieux tout au long du XXe siècle, et puis ça s'accompagne en plus d'une explosion démographique, donc c'est logique. Alors, juste pour revenir juste sur ce point très précisément, ce qui est très intéressant, c'est que ce n'est pas la France qui a été en premier lieu condamnée par la Convention européenne des droits de l'homme, c'est l'Italie qui avait été à la base condamnée. C'est à propos de l'Italie que la Convention avait débuté sa découverte de cette obligation d'un jugement rapide sur le fondement de l'article 6, paragraphe 1. Par contre, effectivement, c'est la France qui a donné lieu à un fort contentieux qui a permis de préciser ce contentieux. Je te rends la parole. Ensuite, il y a une chose toute bête à laquelle on pourrait penser au final, dans la gestion de ce type de criminalité qui est le terrorisme. C'est de la criminalité en général. C'est tout simplement le fait qu'on pourrait imaginer le fait d'arrêter de systématiquement embêter les policiers pour le soupçon de réaction excessive. On pourrait imaginer quelque chose qui relèverait en fait une sorte de présomption de légitime défense des policiers, qui pourrait être
Là, au contraire, une réforme intéressante où on arrêterait d'avoir ce discours totalement timoré qui nous vient en fait de la défense sociale et qui est l'idée qu'il faut défendre les délinquants avant de défendre les honnêtes citoyens, dont les policiers. Tu veux une réaction? Si je peux juste rajouter quelque chose à propos des prisons, on sait très bien que le terrorisme trouve aussi sa source dans les prisons où malheureusement ils se radicalisent et malheureusement il n'y a pas assez d'encadrement. Il faudrait aussi par exemple des imams qui y viennent pour aussi leur expliquer ce que c'est que l'islam et pas finalement l'image qu'ils en ont. Alors pour un peu plus revenir au débat sur le thème principal du sujet, à propos, si je peux trouver un seul argument pour défendre la constitutionnalisation de cette mesure, c'est qu'aujourd'hui, l'article 23-7 du Code civil s'applique lorsque une personne se comporte en fait comme le national d'un pays étranger. Donc on peut l'assimiler par exemple au défaut de loyalisme, et l'assimiler donc au terrorisme. Le souci, c'est que aujourd'hui, si on devait appliquer cette mesure à Daesh, il faudrait le considérer comme un État. Or, on sait très bien qu'il y a un débat aujourd'hui. Le gouvernement, un coup, l'appelle État islamique, un coup Daesh, donc on est aussi un peu perdu dans ces notions. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Sur la qualité de nation de l'État islamique, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a aucun débat. Il n'existe pas d'État islamique. Parce que c'est le nom qui lui est donné, mais il n'existe pas de nation État islamique. Même s'ils en empruntent tous les aspects, et d'ailleurs ils le font, ils ont des fonctionnaires, ils ont de la fiscalité, ils ont des frontières, ils ont un drapeau. Je suis pas tout à fait sûr qu'ils aient une constitution à proprement parler, mais toujours est-il qu'ils appliquent la charia. Ils se considèrent comme étant un État, mais ils ne sont considérés en rien et par aucune partie prenante au conflit syrien, d'un côté ou de l'autre, comme une nation. Là, tu touches du doigt un problème qui relève de la géopolitique, c'est savoir à partir de quand on est un État. Alors, ils ont un territoire, ils ont une population, ils ont une administration, ils ont un droit. Alors, tu dis ils n'ont pas de constitution, on n'est pas obligé d'avoir une constitution formelle, on peut parfaitement concevoir qu'il y ait une sorte de constitution matérielle de l'État islamique. Après, que ce soit un État qui ne soit pas reconnu par d'autres États, ça ne serait pas le seul. Dans le monde, il y a la République turque de Chypre du Nord qui n'est pas reconnue en dehors de la Turquie et de certains États d'Asie centrale. On a le problème de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud. C'est pas nouveau. Il y a eu la question du Kosovo ou de Taïwan qui n'est pas reconnue par la République populaire de Chine. Alors, à partir de quand on est un État, on pourrait dire que dans une perspective existentialiste, on est un État à partir du moment où on se comporte en État. Il soulève l'impôt, Alors, je vais même aller plus loin. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, nous demande qu'est-ce qui fait la différence entre un État et une bande de brigands. Parce qu'une bande de brigands, c'est ceux qui te tabassent quand tu leur donnes pas ce qu'ils te demandent. Mais l'État fait exactement la même chose. Donc, je ne serais pas totalement... il ne me semble pas absurde de dire que Daesh, ISIS, vous appelez ça comme vous voulez, soit un État. En tout cas, je pense qu'ils ont la prétention de devenir un. Et tous les mouvements révolutionnaires ont eu pour vocation de fonder un État. Que ce soit les bolcheviks pour fonder l'Union soviétique, quand les révolutionnaires français en 1789 ont voulu renverser le roi, ou lorsqu'il y a eu la guerre d'indépendance américaine. De toute façon, la différence entre un terroriste et un révolutionnaire, c'est que le terroriste n'a pas encore réussi. Oui, alors sur cette question-là, non, je crois que tu pousses le raisonnement un peu trop loin tout de même. Parce qu'on est... on est quand même dans une dimension où si l'existence d'un État aujourd'hui dans le concert des nations est tout de même soumise à la reconnaissance d'États tiers. Donc on fonctionne quand même comme ça aujourd'hui. Maintenant l'État islamique, tout le monde lui fait la guerre, il fait la guerre à tout le monde. Non, sur la qualification de la nation, malheureusement, tu as envie de rebondir, mais on va devoir quand même se recentrer. Et au risque de me répéter, sur la question de la déchéance de nationalité, on est à proprement parler
dans une mesure au symbolisme tout relatif, sans aucune incidence matérielle. Et partant de là, peu importe toutes les circonvolutions juridiques, intellectuelles qu'on peut avoir sur cette mesure, elle n'a absolument aucun intérêt. Et sa constitutionnalisation est une erreur. Véritablement. Parce que on se situe à proprement parler dans une mesure qui ne sert à rien. Et partant de là, je ne vois pas pourquoi on fait tout un foin. Aujourd'hui, c'était l'ouverture du débat à l'Assemblée nationale. Il y avait moins de 150 députés sur 526. Donc c'est pour dire à quel point tout le monde en parle et à quel point ça intéresse tout le monde. De toute façon, là, la question qui se pose, ça va être la révision de la Constitution. Il va falloir les 3/5 du Congrès. Donc, Il va falloir d'abord une proposition acceptée dans les mêmes termes par les deux chambres, ce qui peut se concevoir à l'Assemblée, mais très difficilement au Sénat où la majorité est à droite. 2 articles et 200 amendements. et surtout, le principal problème, ça va être l'obtention des 3/5, qui n'est absolument pas garantie à partir du moment où le Parti Socialiste a perdu la majorité au Sénat. Donc, quelque part, c'est vrai qu'on a une mesure très symbolique, on va avoir un débat complexe, en tout cas virulent, avec une absence totale de certitude de résultat. De plus, on voit que cette mesure divise, puisque Taubira l'a rappelé et n'a jamais soutenu ce projet, et même a démissionné suite à cela. Donc, je trouve un peu ça inutile, finalement, de débattre sur un sujet inutile, et finalement, diviser le gouvernement, c'est dommage. Nous allons conclure sur ces quelques mots en rappelant déjà que le président, malgré ce qu'on aurait peut-être pu penser, n'a pas choisi de faire un référendum pour adopter cette mesure. Est-ce que vous pensez que sur un sujet aussi important, par rapport même à l'identité même de la Constitution, il aurait été peut-être nécessaire de faire un référendum et d'appeler le peuple à se prononcer sur cette question ? Un référendum, non, je pense pas. Mais il y a eu des études, notamment de l'opinion publique, et apparemment 66% des Français seraient favorables à cette mesure, puisqu'elle a une portée, comme on l'a dit, symbolique. Donc ce serait... oui. Alors sur les référendums, moi je trouve qu'on en fait tout simplement pas assez en France. Surtout sur des sujets aussi importants. Maintenant, le problème du référendum, c'est de savoir quand est-ce qu'on pose la question, comment est-ce qu'on la pose. Et effectivement, 3 mois des attentats, il est effectivement très probable que la majorité des Français se décident en fonction de justement en direction de l'inscription de cette mesure dans la Constitution. Maintenant, est-ce que quand on reposera la question dans un an, enfin, c'est là on touche vraiment l'aberration principale de cette mesure, c'est que finalement, pour l'application, si jamais la réforme passe, il faudra encore des lois pour la faire fonctionner, plus une réforme du Code civil, plus une réforme du Code pénal et du Code de procédure pénale, notamment de l'article 421-2-1. Et là, on touche, on est parti pour au moins 3 ou 4 ans de procédure. Donc honnêtement, reposons la question dans 4 ans. Si on n'a pas d'autres attentats d'ici là, il est très probable que la mesure fasse un flop. Alors, je vais proposer une conclusion. Mais en tant que démocrate avant tout, je reste systématiquement attaché à l'usage du référendum. C'est une position très gaulliste que nous apprécions beaucoup ici. Référendum, pas plébiscite. Un plébiscite peut parfois être un référendum quand il est perdu. Nous allons conclure sur ces quelques mots en vous remerciant tous les 3 d'avoir participé, en vous souhaitant beaucoup de réussite pour la fin de l'année. Peut-être un retour dans cette émission de débat. Steven, a priori, on se voit rapidement pour un nouveau débat. Et merci à tous. Merci pour ce visionnage et à bientôt, nous l'espérons. Au revoir.